Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être fidèles au rendez-vous de l'information sur LCF. Les épreuves du brevet d'études du premier cycle ont démarré ce mardi sur toute l'étendue du territoire national. Le président américain Barack Obama est à Varsovie en Pologne. Il veut rassurer les pays d'Europe de l'Est sur fond de conflit en Ukraine. Voilà donc pour l'essentiel de ce journal. Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue. Démarrons cette édition avec les nouvelles du dialogue Togo Télécom 2 qui s'est tenu sous la houlette de Monseigneur Nicodème Bariga. Ce mardi, l'opposition composée de l'ANC, ADI et Arc-en-Ciel ont décidé de claquer la porte. Et pour en parler, nous recevons notre correspondant sur le site de Togo Télécom, Rajoul Mohamedou. Bonsoir Rajoul. Bonsoir. Alors, bienvenue. Ils avaient réclamé la présence d'un facilitateur et malgré cela, l'opposition a une fois encore signé son départ des discussions. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur les raisons qui ont motivé ce départ? La principale raison de ce départ de l'opposition à la dernière minute de ce dialogue, c'est d'abord le mutisme. L'opposition pointe le mutisme de UNIR dans les négociations. Et comme nous allons l'écouter dans l'élément qui va suivre, Maître Apévon est cinglant. Si un effort ne peut pas être fait pour que les points de désaccord soient réglés, pour nous, c'est inutile de faire cet exercice d'aller adopter un rapport constatant que seulement on ne s'est entendu sur rien du tout. Ça, c'est de la supercherie. C'est pour ça que nous disons que nous n'allons pas nous associer à ça. Vous êtes déçu? Totalement et entièrement déçu. Pourquoi ne pas l'être? L'attente des populations aujourd'hui sur l'avenir de notre pays, si on considère qu'on est venu ici, on n'a pas obtenu le minimum de consensus à leur brandir, alors pourquoi ne pas être déçu? Qui endosse la responsabilité? Mais bon, vous verrez, ceux qui ont décidé de ne pas contribuer, puisqu'on ne peut pas venir à un dialogue où certains ont décidé de ne pas se prononcer sur les points nous concernant pour tendre vers le consensus. Alors chercher la responsabilité. Maître Apévon, cette déception se lit effectivement dans votre voix et l'avenir du Togo? Ah oui, bien sûr, tu le constates, c'est de l'amertume, hein, ce n'est pas seulement de la déception, c'est une grande amertume que je ressens aujourd'hui, en pensant justement à la misère rampante qui est dans le pays aujourd'hui. Alors Rajoul, est-ce que le départ de l'opposition était prévisible à cette discussion-là? Écoutez, durant tout ce dialogue, une consigne de silence. Il y avait une loi de l'Omerta qui a couvert la décision. C'était pour donner une chance au consensus. Donc par la suite, durant les négociations, nous savions, nous les journalistes qui étaient sur les lieux, nous savions qu'il y avait des points de désaccord, mais les uns et les autres ont essayé de garder le silence pour donner une chance au consensus. Aujourd'hui, avec ce premier clash, les uns et les autres ont compris que, bon voilà, il n'y aurait pas d'accord sur les sujets capitaux. En fait, ça pointe sur deux sujets capitaux. C'est-à-dire que le chef de l'État, le mandat présidentiel et les conditions d'éligibilité notamment du président de la République. Est-ce que ce sera une élection à 2 tours ou à 1 tour? Voilà les deux sujets qui ont constitué les principaux points d'achoppement de ce dialogue. Alors, si je peux me permettre encore de te poser une autre question, est-ce qu'en allant à cette discussion, et si l'opposition savait qu'elle devait quitter cette discussion, pourquoi alors encore accepter ce TNM dialogue? Ce que je veux dire, c'est que l'opposition a voulu ce dialogue. Jean-Pierre Fabre, le chef de file de l'opposition, a écrit une lettre au chef de l'État depuis le 14 février 2014. Et c'est de là que cette séquence politique a été ouverte. Donc, le gouvernement, dès le départ, voulait que les discussions se fassent au Parlement. C'est l'opposition qui a demandé et qui a obtenu ce dialogue. Donc voilà, l'opposition ne voulait pas que ce dialogue échoue. Ils ont tout fait, ils ont observé la loi de l'Omerta, mais finalement, voilà, les désaccords étaient trop grands et il n'y a pas eu d'accord. À présent, suivons le facilitateur du dialogue, Monseigneur Nicodème Bariga. Ce soir, les travaux du dialogue entre partis politiques parlementaires et avec l'adoption du rapport final. Et comme c'est la mission qui nous a été confiée, nous allons remettre donc le rapport au Premier ministre pour les suites à donner. Aujourd'hui marque la fin du dialogue Togo Télécom 2. Quel sera donc le point 1 de ce rapport qui sera remis très prochainement au Premier ministre et quelle sera la suite du processus des réformes?
L'objectif du dialogue était de dégager un consensus sur les questions des réformes constitutionnelles et institutionnelles laissées en souffrance depuis l'accord politique de 2006. Bon voilà, aujourd'hui, le rapport d'étape que Monseigneur Bariga devra déposer sur la table du Premier ministre est un catalogue, je dirais un catalogue de propositions des uns et des autres, parce que les uns et les autres n'ont pas eu ce consensus-là sur les points capitaux. Donc, ce seront les propositions des uns et des autres. Maintenant, les arbitrages se feront à la suite à la primature. Voilà, merci à toi Rajoul Mamadou d'avoir répondu à nos questions. Après l'examen du baccalauréat première partie, les élèves de la classe de 3e ont démarré ce mardi l'examen d'entrée au 3e degré sur toute l'étendue du territoire national. Les sciences de la vie et de la terre et la dictée question étaient au menu des programmes de ce jour. Ida Aziadouvo a fait un tour au centre d'écrit de Tokwawiti pour constater l'effectivité du début des examens. Voici son reportage présenté par Ashta Majom. Première épreuve de cette journée, sciences de la vie et de la terre pour ces élèves de la classe de 3e à la conquête du brevet d'études du premier cycle passeport pour le lycée. Nous sommes ici dans le centre d'écrit Tokwawiti. Professeurs surveillants, élèves, chacun joue son rôle pour que les épreuves se déroulent dans de bonnes conditions. Après ces premières confrontations, les candidats se prononcent sur les épreuves. Aujourd'hui, on a fait la science de la vie et de la terre et la dictée question. Je trouve que les épreuves d'aujourd'hui étaient un peu faciles et par la grâce de Dieu, on pourra réussir. Les choses ont bien débuté, nous avons bien travaillé. Personnellement, je pensais que les épreuves allaient être plus difficiles que ça, donc je ne m'attendais pas à ce que les épreuves soient très faciles, mais bon, c'était abordable, très abordable. Et je pense que je peux m'en sortir. J'ai trouvé les épreuves abordables, c'était à notre portée. Je remercierai beaucoup celui qui a pu composer l'épreuve. C'était trop facile pour nous. Épreuve abordable, facile. Les candidats sont confiants et ne demandent qu'une seule chose. Je supplie les enseignants de prendre leur temps pour bien corriger nos feuilles parce que le reste du travail se trouve dans leurs mains. Donc nous, on fera de notre possible, à eux de faire attention à nos copies pour ne pas faire d'erreurs durant la correction. Les différentes épreuves de cet examen prennent fin le vendredi 6 juin sur toute l'étendue du territoire. Examen que les candidats espèrent continuer et terminer dans la même sérénité. Et donc, pour ces examens du BEPC qui ont démarré ce mardi, il y a 46 élèves d'un collège privé de la place qui n'ont pas pu débuter cet examen. Et pour cause, le directeur de l'établissement ne les a pas inscrits à temps. Cette situation a donc laissé parents et élèves dans un désarroi total. Nous sommes allés mener l'enquête ce matin et c'est dans son reportage signé Samuel Niaoui. Centre d'écrit du lycée de Hidranaoui. Un des nombreux centres d'écrit du BEPC de Lomé. Ces élèves prennent un moment de récréation après l'épreuve des sciences de la vie et de la terre. Quelques minutes après, les voici en salle pour l'épreuve de dictée question. On peut dire que eux, ils ont de la chance. En tout cas, plus de chance que leurs camarades de l'école privée laïque Futures Élites à Atiégou. Si tout s'était bien passé, eux aussi auraient dû être en examen au centre de Hidranaoui. Malheureusement pour eux, depuis vendredi qu'ils ont commencé par chercher leur nom sur les listes des candidats, impossible de les retrouver. Bon, le samedi, moi je suis allé chercher mon nom au lycée Hidranaoui. Je n'ai pas trouvé mon nom. Donc le lundi, nous sommes venus rester dans l'établissement avec les parents d'élèves. On attendait le directeur. Le directeur même, il n'était pas là. C'est les parents d'élèves qui sont allés l'obliger à la maison de venir dans l'établissement. Mais il a refusé. C'est avec force qu'on l'a amené ici. Donc c'est pour ça que nous sommes désolés. Donc, on nous a dit qu'on ne peut pas aller à l'examen. Ce mardi matin, ils sont obligés de se plier à la dure réalité. Ils ne pourront pas passer cette session du BEPC. Selon toute vraisemblance, le directeur de l'école n'a pas inscrit les 46 élèves de la 3e à l'examen. Sur les visages de ces élèves qui attendaient ces examens de pied ferme, la tristesse et l'incompréhension sont palpables. Même sentiment, mêlé encore là de colère pour les parents. Apprendre à quelques jours de l'examen que son enfant ne pourra pas composer est une réalité dure à avaler. Cette parent d'élève n'en revient toujours pas. Pour les parents et élèves, une seule personne porte la responsabilité de la situation, le directeur.
Depuis ce lundi, celui-ci est aux abonnés absents. Nous l'avons joint au téléphone et même s'il reconnaît porter en partie la responsabilité de la situation, à sa décharge, il évoque une charge importante de travail. Il a refusé toute interview face caméra. Du moins, il n'est pas prêt à parler pour le moment. Les enseignants aussi semblent complètement perdus. Difficile d'expliquer ce qui s'est passé à leurs élèves. Qu'est-ce qui fait que votre directeur n'a pas déposé les dossiers? Bon, tout cela c'est un problème pécunier. C'est de l'argent. Les enfants ont cotisé mais il n'a pas rendu l'argent, il n'a pas tout fait, il a bouffé l'argent. Et on se trouve devant le mur. La pression des parents et élèves a contraint le directeur à déposer les dossiers. Ils pourront passer la session des malades en août prochain. La seule crainte porte sur l'encadrement des élèves jusqu'en août pour qu'ils ne désapprennent pas. Ce problème n'est en fait que la partie émergée de l'iceberg. L'établissement serait confronté depuis des mois à une gestion hasardeuse du directeur. Plusieurs enseignants disent n'avoir pas été payés depuis 3 voire 4 mois. Le programme national de lutte contre le sida, conjointement organisé avec l'Organisation panafricaine de lutte pour la santé, avec l'appui de l'UNICEF, une formation à l'intention des prestataires de soins à la prise en charge du VIH pédiatrique. Cette formation s'inscrit donc dans le cadre des efforts mis en œuvre par le gouvernement togolais pour répondre à la problématique du VIH pédiatrique et vise surtout à renforcer les capacités des médecins et assistants quant à ce qui concerne la prise en charge de ces enfants infectés par le VIH-Sida. Gloria Anani, Samuel Niaoui. Garantir une pleine santé aux enfants touchés par la pandémie du VIH-Sida, telle est la préoccupation qui rassemble ces médecins et assistants médicaux pour 4 jours de formation. Formation qui permettra de traduire en fait les nouvelles recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Ces recommandations visent à simplifier et élargir les critères de mise sous traitement des personnes vivant avec le VIH, y compris les enfants. L'objectif, c'est de renforcer les connaissances des équipes médicales et de faire en sorte qu'ils travaillent ensemble pour faire du patient une priorité, de façon à leur donner la possibilité de se soigner précocement. Parce que dans le domaine du VIH, plus tôt on soigne les malades, mieux les malades se portent et ça permet d'empêcher le virus de contaminer l'enfant qui va naître. Durant ces 4 jours, les participants seront outillés sur les méthodes de prise en charge des enfants nés de mères infectées, sur le traitement de l'enfant infecté en salle d'accouchement, ceci pour l'amélioration de la prise en charge pédiatrique du VIH. Je pense que cette formation est une formation clé qui permettra de renforcer les capacités des soignants dans les diverses structures sanitaires pour appliquer les nouveaux standards de l'OMS. Nous attendons tous, et certainement l'équipe des formateurs, que les praticiens mettent en pratique ce qu'ils viennent d'apprendre. Malgré les progrès importants enregistrés au cours de la dernière décennie, la pandémie du VIH reste une préoccupation au niveau mondial, mais surtout dans les pays subsahariens. Cette formation, initiée par l'Organisation panafricaine de lutte contre la santé, OPALS, vient à point nommé pour accompagner le gouvernement dans ses efforts, ceci pour atteindre d'ici à 2020 l'objectif 0 enfant infecté par le VIH. Parlons toujours santé, où les acteurs du monde de la santé de reproduction des 5 régions du Togo se sont retrouvés pour 2 jours en atelier à Lomé. Organisé par le ministère de la Santé et l'UNFPA, ces acteurs auront à passer en revue le document provisoire sur la sécurisation des produits de la santé de reproduction et la programmation holistique des préservatifs au Togo pour la période 2014 à 2018. Précisons que cet atelier contribuera à apporter des améliorations au plan stratégique national qui, une fois validé, assurera une disponibilité permanente des produits de la santé de reproduction sur l'ensemble du territoire national. Ashtamadjom, Renoir Lahare. Il faut assurer une disponibilité permanente des produits de la santé de la reproduction sur l'ensemble du territoire national, en vue d'une meilleure amélioration de la santé maternelle, néonatale et infantile. Ces acteurs de la santé de reproduction vont, dans cette optique, apporter leur expertise dans le but d'améliorer et enfin valider le plan stratégique national de sécurisation des produits SR au Togo pour la période 2014-2018. C'est un travail important en ce sens que c'est ce document-là qui va orienter tout le secteur de la santé et les secteurs connaissent pour qu'on voit ce dont le pays a besoin en termes de produits
pour continuer à administrer les soins en matière de santé de la reproduction, c'est-à-dire les soins pour les femmes, les nouveau-nés, notamment les femmes surtout lorsqu'elles veulent accoucher, et aussi pour rendre disponible donc tout ce qui contribue à la planification familiale, donc les produits de contraception, y compris les préservatifs. Ce plan est à sa deuxième étape d'élaboration. Pour son premier exercice 2008-2012, il a contribué à résoudre certaines questions liées à la santé de la reproduction. Et pour la période 2014-2018, il faut relever d'autres défis. Nous avons été quand même contents que tous les produits de la santé de la reproduction soient disponibilisés à tous les niveaux de l'offre de soins. Que ce soit au niveau des hôpitaux, que ce soit au niveau des CMS ou des dispensaires. Le grand défi que nous devons relever, issu de l'évaluation de l'ancien plan, est la coordination. La coordination à tous les niveaux, la coordination au niveau national, la coordination au niveau régional et la coordination au niveau des districts. Donc le nouveau plan a largement parlé de cette coordination et a mis les éléments essentiels pour pouvoir coordonner. Dans sa lutte permanente de procurer une meilleure santé à la population et donner la chance à tous de se procurer les produits en qualité et quantité quand ils veulent et où qu'ils soient, le ministère de la Santé s'appuie sur le Fonds des Nations Unies pour la population qui contribue depuis 2008 dans plusieurs pays dont le Togo à un renforcement substantiel à travers son programme mondial de sécurisation de santé de reproduction. À présent, ce communiqué conjoint du ministère de la Santé, du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, il a été constaté ces derniers temps que le trafic de faux médicaments ou de produits pharmaceutiques contrefaits, malgré les différentes mesures prises pour lutter contre ce fléau dans la sous-région, continue de prendre de l'ampleur. C'est ainsi que pour mettre en œuvre les recommandations de la conférence d'Addis Abeba tenue du 10 au 12 décembre 2013 et lutter plus efficacement contre le trafic, une réunion de planification opérationnelle sous-régionale a regroupé à Cotonou les 4 et 5 mars 2014 les experts nationaux de 10 pays, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana, la Guinée-Conakry, le Mali, le Niger, le Nigeria, le Sénégal et le Togo, ainsi que des représentants du secrétariat général de l'Interpol et des partenaires de l'Organisation mondiale de la santé et du Fonds mondial. À l'issue de cette rencontre, il a été décidé d'organiser une opération sous-régionale dénommée Opération Porc-Épi de façon simultanée dans chacun des 10 pays participants du 27 au 29 mai 2014. Toutefois, ce sont seulement 6 pays, le Bénin, le Ghana, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Togo, qui ont pu tenir cet engagement. Au Togo, cette opération à laquelle ont participé les services de sécurité, la douane, les services de santé, le parquet de Lomé, les experts du secrétariat général de l'Interpol et des partenaires internationaux OMS et Fonds mondial, a été conduite dans la ville de Lomé de ses environs, ainsi qu'à Nero, Harotu et Noche et Atapame, avec le soutien financier de l'Organisation internationale de la police criminelle. Elle a permis d'aboutir à des résultats fort encourageants, 9 tonnes 123 kg de médicaments contrefaits ou trafiqués, estimés à 200 000 $, soit environ 100 millions de francs CFA, ont été saisis. Ces produits sont de diverses catégories, dont les plus remarquables sont entre autres les antipaludiques, les antalgiques, les anti-inflammatoires, les antibiotiques, les antiparasitaires et les antifongiques, etc. Il est fort intéressant de préciser que parmi ce lot figurent de faux médicaments antipaludiques ne contenant aucun principe actif, notamment 14 660 comprimés de faux Coartem et 42 180 comprimés de faux Lumaterm et Artemeter. En application des tests en vigueur en la matière, 6 personnes ont été interpellées dans le cadre de cette opération et les enquêtes se poursuivent. Par ailleurs, dans le cadre de l'opération Entonnoir, 80 tonnes de faux médicaments ont été saisies et détruites sur la période du 2 mai au 31 octobre 2013. Depuis lors, une saisie supplémentaire d'environ 20 tonnes a été opérée. À ce jour, au total, 900 tonnes et 123 kilos de faux produits pharmaceutiques ou contrefaits ont été saisis dans le cadre des opérations Porc-Épi et Entonnoir. Face à l'ampleur du phénomène, le ministre
de la Santé et le ministre de la Sécurité et de la Protection civile rappellent à l'intention de toute la population que ces produits non seulement ne contiennent pas le plus souvent de principes actifs, mais aussi et surtout sont nocifs à la santé. Il invite les uns et les autres à éviter de tels produits qui sont dangereux pour leur propre vie et à réaffirmer leur engagement du gouvernement à lutter contre ces trafics qui entraînent des pertes en vies humaines et portent un coup dur à l'économie nationale. Il compte sur le civisme de tout un chacun et remercie toute la population togolaise pour sa compréhension. À l'étranger, le président américain Barack Obama est en tournée en Europe, une tournée très politique. Varsovie, capitale polonaise, est la première étape de cette visite. Le président américain veut rassurer les pays d'Europe de l'Est sur fond de conflit en Ukraine. Il appelle à augmenter les dépenses militaires. L'avion présidentiel à peine atterri et déjà l'ombre de l'Ukraine plane sur les premiers instants de cette visite. Rassurer les pays alliés dans la région face à la crise ukrainienne. Pour Washington, ça passe d'abord par le symbole. Il est en arrière-plan, 2 avions de chasse. L'un est américain, l'autre polonais. Au vu de la situation en Ukraine, nous renforçons la présence américaine dans la région. Nous avons déjà commencé des patrouilles communes terrestres et aériennes en Pologne. Le dispositif a été décidé au lendemain de l'annexion de la Crimée par la Russie. Puis vient le temps des mises en garde. Notre engagement dans la sécurité de la Pologne et dans celle de nos alliés en Europe centrale et orientale est une pierre angulaire de notre propre sécurité et il est sacro-saint. La Pologne, pays membre de l'OTAN. Le président américain promet ensuite une enveloppe d'1 milliard de dollars pour la sécurité en Europe de l'Est. Il appelle Vladimir Poutine à user de toute son influence pour calmer la situation en Ukraine. La suite de sa visite se poursuit au pas de course, palais présidentiel, ambiance plus feutrée, mais même tonalité sur l'Ukraine. Puis rencontre avec le Premier ministre polonais. Nouvelle conférence de presse et un appel cette fois-ci en direction des alliés européens pour qu'ils augmentent leurs dépenses militaires. L'étape polonaise de cette tournée européenne s'achèvera demain par un autre symbole, une poignée de main avec le président ukrainien fraîchement élu. Ensuite, Bruxelles, un sommet du G7, puis Paris, puis les plages de Normandie pour y célébrer les 70 ans du débarquement allié. La présence de Vladimir Poutine est toujours confirmée. Retour au Togo pour parler de la messe anniversaire de l'église Saint-Kizito qui célèbre aujourd'hui les 39 ans de sa fondation et 19 de son érection au titre de paroisse. À travers cette messe anniversaire dite par le révérend Père Benoît Benoukou, gloire et grâce sont rendues une fois encore à l'éternel Dieu. Et pour revenir à l'histoire, sachez que Saint-Kizito est l'un des martyrs de l'Ouganda, des enfants qui ont été tués, et c'est donc pour honorer la mémoire de ces enfants que l'église catholique a choisi le nom Saint-Kizito, d'où l'existence du Saint-Kizito qui se fête tous les 3 jours. À présent, suivons donc l'extrait de l'interview du révérend Père Jean-Baptiste Kofi Alade, curé de la paroisse Saint-Kizito. Saint-Kizito fait partie des 5 martyrs de l'Ouganda. Ces 22 martyrs, ces enfants brûlés vifs à cause de leur foi. Et ils veulent suivre le Christ. À cause de ça, on les a tués, on les a brûlés. Aujourd'hui, c'est le Père Célestin et Kossi Djiponse Agboglo, le premier vicaire paroissial, qui a partagé la parole de Dieu avec nous. Au centre de son partage, de son homélie, c'est nous devons tous nous battre pour aller au ciel un jour. Ce n'est pas facile, hein? Nous allons passer par des événements, des difficultés, mais nous devons y arriver. Voilà, c'est sur cette messe anniversaire de la paroisse Saint-Kizito que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de nos programmes.